Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne Nourrir Manger et je suis Bruno Parmentier. Dans cette deuxième vidéo sur l'histoire de l'agriculture, nous allons prendre conscience du fait que l'agriculture moderne n'arrive plus à continuer à augmenter la production. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'elle a réussi des choses absolument éblouissantes au XXe siècle. Elle a augmenté considérablement la productivité sur les mêmes champs. Le problème, c'est que tout ça s'arrête alors qu'il faut continuer à augmenter la production agricole mondiale parce qu'on va être de plus en plus nombreux, parce qu'il va y avoir de plus en plus de riches qui vont bien manger, parce qu'on va gâcher, etc. Et donc, on est devant un vrai problème. Les inconvénients de l'agriculture, tout chimie, tout pétrole, sont en train de rattraper ces avantages. Alors, le premier inconvénient, c'est la résistance aux pesticides. Par exemple, l'herbicide. L'herbicide, c'est superbe, hein, bon. Mais l'herbicide, ça consiste à sélectionner les mauvaises herbes, en fait. Parce qu'on balance de l'herbicide. Il y a 99,5% des mauvaises herbes, enfin, mauvaises herbes, on appelle ça adventices, qui disparaissent. Mais attendez, le chiffre de 100%, ça n'existe pas dans la biologie. Donc, mettons que c'est 99,5%, ben, il reste 0,5%. Ben, mettez-vous à la place de ces 0,5% d'adventices qui deviennent tout seuls. Ils disent, ben, c'est merveilleux, j'ai tout le champ pour moi, je multiplie. Et au bout d'un moment, eh ben, les plantes qui sont là deviennent résistantes à l'herbicide. Donc il faut en permanence changer d'herbicide. Par exemple, l'herbicide le plus connu, et puis maintenant le plus malfamé, qui est le glyphosate. Mais chaque année, il y a de plus en plus de plantes qui deviennent résistantes au glyphosate. On le voit par exemple en Argentine, où avec leur Roundup Ready, leur soja Roundup Ready, ils remettent indéfiniment la même récolte et ils font un indéfiniment du désherbage avec le Roundup. Et bien actuellement, ils sont littéralement envahis par les mauvaises herbes. C'est la même chose qui se passe pour les insecticides. Ben, on balance des insecticides, allez, mettons qu'il y a 95,5% ou 97% des insectes qui meurent. Mais ils ne meurent jamais tous. Les 2 ou 3% qui restent, eh ben, ils copulent, ils se reproduisent, ben, ils ont tout le champ pour eux tout seuls. Et à la fin, on est bourré d'insectes résistants à cet herbicide. Mais c'est pareil pour les fongicides, etc. Et donc, les pesticides d'avant marchent beaucoup moins bien. Alors, il faudrait sûrement en inventer d'autres. Mais en plus, ils ont pollué et ils ont contaminé. Alors, comme ça marchait bien, qu'on en avait besoin, on en a mis partout. Oui, mais maintenant, nos nappes phréatiques sont complètement contaminées. Et donc, non seulement il faut en mettre d'autant plus de pesticides qu'il y a des résistances, mais en plus, les nappes en sont pleines. Alors, on voit par exemple, c'est les engrais, mais que nos nappes phréatiques sont bourrées de nitrates, bourrées de phosphate, etc. Mais ils sont bourrés d'insecticides, d'herbicides, etc. Donc, c'est quand même un véritable problème. Ça, c'est les dégâts collatéraux. Par exemple, on met des insecticides pour tuer les bébêtes qui mangent nos plantes. Mais c'est pas de chance, elles tuent aussi les bébêtes qui fertilisent nos plantes. Et il n'y a plus d'abeilles bientôt, il n'y a plus de pollinisateurs, etc. Il n'y a plus d'insectes du tout. Bon, on peut le voir, l'été, on peut traverser la France sans jamais nettoyer son pare-brise. Il y a une mortalité absolument invraisemblable de tous les insectes, avec ensuite toute la chaîne alimentaire, les oiseaux, les grenouilles, les lézards, etc. Et donc, c'est vrai que cette pollution et cette contamination sont vraiment de plus en plus préoccupantes. Et du coup, l'acceptabilité sociale, on va dire, de cette agriculture tout chimique, elle a pris du plomb dans l'aile. Elle est radicalement maintenant, je dirais, malfamée, au moins chez les gens des villes. Et donc il y a de plus en plus de mouvements pour dire, il faut arrêter. Bon, par exemple, il faut arrêter le glyphosate. Bon, il faut arrêter le néonicotinoïde, il faut arrêter, bon, parce que, ben oui, ça pollue les nappes phréatiques, ça pollue les plages, il y a une prolifération d'algues, et puis quand même, c'est des produits qui sont faits pour tuer, donc même si c'est pas pour tuer des hommes, c'est pas très bon, et on suspecte que ça donne le cancer. Alors ça donne surtout le cancer au paysan lui-même, hein, qu'il manipule dans le temps à main nue, sans masque, maintenant avec masque, mais
même pour ceux qui en mangent, quand il reste beaucoup de pesticides dans les produits qu'on mange, en particulier les fruits et les légumes. Donc l'acceptabilité sociale est mauvaise, et en même temps, ils sont de moins en moins efficaces et ils sont de plus en plus chers. Alors, un autre inconvénient, c'est les sols eux-mêmes. L'érosion des sols. L'abus de labour a fait que les sols sont tassés, qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vers de terre, elles sont durcies, et nos sols sont beaucoup moins fertiles qu'ils étaient. Même si on met des engrais, l'engrais chimique, l'engrais minéral, c'est pas du tout aussi bon que la lente maturation de la vie dans le sol. Donc nos sols sont beaucoup moins riches, il y a beaucoup moins de biodiversité et finalement beaucoup moins fertiles. Les engrais, on arrive à la fin. Alors les engrais azotés par exemple, on a abusé des engrais azotés, il faut dire que c'était très utile parce que les plantes qu'on mange le plus, qui sont les céréales, elles s'épanouissent dans un air où il y a 78% d'azote, mais elles nous en font une coquetterie, elles disent « moi l'azote je veux le prendre par les pieds ». Et donc heureusement il y a d'autres plantes qui font ça, c'est les légumineuses qui elles, elles arrivent à prendre et puis elles en laissent pour les suivants. Donc. Mais en fait, comme on voulait accélérer les choses, on a dit je vais faire céréales sur céréales et puis je vais rajouter de l'engrais azoté. Alors l'engrais azoté, c'est absolument gigantesque. Hein. On a multiplié par 9 la consommation d'engrais azoté pour pouvoir avoir ces productions. Oui, mais sauf que l'engrais azoté, c'est un sous-produit du gaz. Alors, on a inventé ça après la Première Guerre mondiale en recyclant notre système industriel. S'il y a moins d'énergie ou si le gaz devient plus cher parce que le pétrole devient plus cher, l'engrais azoté va devenir hors de prix. Et puis alors, le pire, c'est le phosphore. Le phosphore, on ne sait pas le fabriquer. Le phosphore, c'est des mines. Alors moi qui suis ingénieur des mines, je peux vous dire, on arrive au bout des mines de phosphore. Dans 10, 20, 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de phosphore concentré. Il y aura toujours autant de phosphore sur Terre, mais il n'y en a plus de gisement de phosphore. Donc on va avoir du mal à continuer à faire cette agriculture avec énormément d'engrais. Enfin, je ferai un chapitre spécifique sur la pénurie d'engrais. Et puis, la planète se réchauffe. Or, toutes ces technologies à base d'engrais, de pesticides, de labour, etc., de mélange de plantes sélectionnées, d'irrigation, elles ont été faites et conçues avec un climat relativement stable. Maintenant, avec le réchauffement de la planète, les phénomènes paroxystiques sont beaucoup plus importants. Il y a beaucoup plus de sécheresse, beaucoup plus d'inondations, beaucoup plus de tempêtes, de la grêle, des maladies, des épidémies. Et l'agriculture est directement menacée. Et comme avec cette agriculture, on a mis tous nos œufs dans le même panier, quelque part, c'est que des Ferrari. Donc la Ferrari, si elle a une route normale, elle a un caillou, elle s'en va dans le décor. C'est à peu près pareil pour cette agriculture hyper technologisée. Elle ne supporte pas bien les variations du climat. On s'était fait à une augmentation constante de la productivité. Regardons par exemple la productivité du blé en France. Entre les années 60 et les années 90, on a triplé la productivité du blé. On comptait en quintaux parce que comme on n'en faisait pas beaucoup, c'était mieux que les tonnes. On faisait 25 quintaux, 2 tonnes et demie à peu près. Maintenant, on est passé à 80 quintaux, 8 tonnes. C'était pas mal. Sauf que depuis les années 90, ça y est, les rendements n'augmentent plus. On a atteint une espèce de maximum, ce qu'on pouvait faire avec cette agriculture, et avec les changements climatiques, grosso modo, on continue à produire pareil. Et donc ça, c'est très préoccupant, parce que c'est pas seulement la France, on est quasiment les meilleurs au monde pour faire du blé. Mais quand on voit, la Chine continue à augmenter encore un peu, mais enfin ça va se tasser. Les autres grands pays producteurs de blé, l'Inde, les États-Unis, l'Australie, le Canada, eux aussi, le rendement stagne. Donc on n'arrive plus à augmenter les rendements. Et puis, du coup, on ne sait plus comment faire. Ce qu'on savait faire, quelque part, c'est mépriser la nature. C'est dire, je m'y connais pas, elle n'est pas fiable, elle va encore nous faire une tempête, elle va encore nous faire une sécheresse, etc. Oh là là. Donc,
comme je ne la connais pas bien, je ne connais pas tout ce qu'il y a dans cette terre, je retourne en permanence pour ne pas être embêté avec des labours de plus en plus profonds. Entre parenthèses, on le verra, mais tout ça, ça tasse le sol, etc. Ça diminue la biodiversité. Puis je mets des poutres blanches, violettes, jaune à pois bleu. Bon, mais c'est un aveu d'incompétence. C'est parce qu'on ne connaît rien de ce qu'il y a dans la nature qu'on la remue et qu'on y met plein de produits délétères. Or, il va falloir inventer une nouvelle agriculture qui pallie à tous ces inconvénients, qui pallie à l'appauvrissement des terres, qui pallie à la résistance aux pesticides, qui pallie à la contamination, à la pollution, etc. Et puis qui ait une vraie acceptabilité sociale. Et donc ça, au lieu de nier la nature et de dire je travaille le moins que je peux avec la nature, il va falloir faire une agriculture intensive en écologie, écologiquement intensive, qui va intensifier les processus biologiques. Parce que ceux-là, ben, ils continuent à enrichir le sol, ils polluent moins, il y a moins de rebuts, ils préservent la biodiversité, ils préservent la fertilité, il y a plus de chances qu'ils y arrivent à sortir leur épingle du jeu avec le réchauffement de la planète. Et donc, l'humanité a réussi à manger parce qu'on a triplé ou quadruplé la production agricole dans le monde en l'espace de 30 à 40 ans, au moment où on a inventé la révolution verte, l'agriculture chimique à base de engrais, pesticides, tracteurs, irrigation, semences sélectionnées. Eh bien, il faut l'équivalent, une nouvelle révolution agricole, mais cette fois-ci une révolution agricole écologique, bio, si on veut, mais bio-intensive. Il faut une agriculture écologiquement intensive, et ça, on va largement en parler dans tous les détails dans cette chaîne. Merci de votre attention. À bientôt sur une nouvelle vidéo dans la chaîne Nourrir, Manger.